Les policiers sont confrontés à une énigme. Il a dit « je le crois pas », il l'a tué. Un homme affirme que sa mère a été tuée par un individu qu'il avait pris en stop précédemment. Comme par hasard, il se retrouve chez vous et votre mère est assassinée. Le fils de la victime affirme qu'il dit la vérité, mais il refuse de se soumettre au détecteur de mensonges. Qu'est-ce qu'il cache? On a des preuves. Quelles preuves? La science médico-légale parviendra-t-elle à résoudre cette affaire? C'est sûrement l'une des affaires les plus étranges de toute ma carrière. Une étudiante est portée disparue. La police pense qu'elle a été assassinée. C'est sûrement l'une des affaires les plus étranges de toute ma carrière. Un témoin croit avoir vu la voiture de la victime, mais il est incapable de reconnaître le conducteur. On roulait en regardant les gens et je me disais, si ça se trouve, c'est lui. Le mystère dure 8 ans. Jusqu'à ce qu'une paire de baskets et un appel passé depuis un téléphone portable relancent l'enquête. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas un meurtre comme les autres. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Certaines affaires sont étranges ou insolites, d'autres tortueuses au point de nous paraître invraisemblables. D'autres encore semblent extraites d'un mauvais roman, tant elles nous semblent alambiquées. Mais l'histoire que je vais vous raconter maintenant défie la raison tout simplement. À tel point que les policiers ne parviendront à la prendre au sérieux qu'au bout de 15 ans d'une enquête acharnée. Elle illustre en effet d'une manière inattendue l'aphorisme de Machiavel qui dit que le hasard dirige la presque totalité de nos actions, laissant à notre libre arbitre le peu qui reste. Je vous laisse le soin d'apprécier la pertinence de cette pensée. Peu après minuit, Charles Holden rentre du travail et aperçoit un homme à l'allure douteuse qui rôde autour de la maison qu'il partage avec sa mère. Plutôt que d'affronter cet homme, il cherche une cabine téléphonique et appelle la police. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux, ils découvrent que la vitre de la porte de derrière est brisée. À l'intérieur, ils trouvent Dorothy Donovan, 70 ans, morte dans sa chambre. La scène traduisait un crime très sanglant et brutal. Il y avait du sang partout, ça avait giclé dans toute la chambre. Elle a été poignardée à plusieurs reprises à la poitrine et au visage. On s'était acharné sur la victime, ce qui laisse à penser que l'agresseur connaissait sa victime, qu'ils étaient proches, peut-être intimes. En tout cas, on peut le supposer. La position du corps indique que la victime a probablement été violée, mais le médecin légiste ne trouve rien qui puisse formellement le prouver. Les enquêteurs ont donc pensé que la position du corps n'était qu'une mise en scène. Aucun objet de valeur n'a été volé et le porte-monnaie de Dorothy n'a pas été touché. On a donc écarté la thèse du cambriolage qui aurait mal tourné, ce qui nous a poussé à nous interroger sur le mobile. Si rien n'avait été volé, pourquoi cette femme avait-elle été assassinée? Dorothy Donovan avait perdu 2 maris et avait 7 petits-enfants. Elle a été violemment assassinée et sa famille ne voit pas qui aurait pu lui en vouloir. Le voisinage est plutôt sûr par ici. Tout le monde se connaît. La plupart des gens ne ferment même pas leur porte à clé. Le fils de Dorothy, Charles, qui a alerté la police, fait une remarque assez étrange lorsqu'il voit le corps de sa mère. Il a dit « je le crois pas, il l'a tué ». C'est pas possible, il l'a tué. Charles raconte alors aux enquêteurs qu'il connaît l'homme qui rôdait autour de la maison de sa mère. Il dit qu'il s'agit d'un homme qui faisait du stop un peu plus tôt dans la soirée et qu'il s'était emporté parce que Charles avait refusé de le déposer où il voulait. Il pense qu'il a peut-être tué sa mère pour se venger. Ça arrive jamais, ce genre de choses. Vous prenez un autostoppeur et comme par hasard, il se retrouve chez vous et votre mère est assassinée. Ça n'a pas de sens ce que vous racontez. Ça tient pas debout votre histoire.
Je l'ai laissé terminer son histoire et j'ai pris sa déposition. Mais franchement, je n'y croyais pas vraiment. Vous n'êtes pas crédible, Charles. Ce que vous dites, on n'y croit pas vraiment. Je vois dans vos yeux que vous ne dites pas la vérité. C'est la vérité! Non, vous mentez. Dorothy Donovan, 70 ans, a été sauvagement assassinée dans sa ferme du Delaware. Mais son fils Charles donne une version des faits complètement invraisemblable aux enquêteurs. Faudrait être idiot pour croire une histoire pareille. Mais on me la fait pas à moi. Et encore, même un idiot n'y croirait pas. Charles affirme que la nuit où sa mère est morte, il a travaillé à l'usine de 16h à 23h et qu'il s'est arrêté manger un hamburger sur le chemin du retour. Alors qu'il s'apprête à remonter en voiture, un homme lui demande s'il peut le conduire à Georgetown. Charles lui répond qu'il ne va pas si loin, mais qu'il peut l'avancer dans cette direction. Au bout de quelques kilomètres, Charles annonce à l'homme qu'il ne va pas plus loin et qu'il le dépose ici. Sa maison est à moins d'1 kilomètre et il ne veut pas que l'autostoppeur sache où il habite. Mais son passager se met en colère. Charles sort de son véhicule. L'homme attrape un tournevis qui se trouvait par terre dans la voiture et les deux hommes continuent de se battre à l'extérieur. Charles affirme que l'homme l'a menacé de le tuer s'il ne le conduisait pas à destination. Charles fait mine d'accepter, mais il se précipite dans sa voiture et verrouille les portes. Charles a réussi à démarrer avant que l'autostoppeur ne puisse s'installer sur le siège passager du véhicule. Il s'est alors enfui, laissant l'autostoppeur sur le bord de la route. Choqué par ce qui venait de se produire, Charles affirme avoir erré en voiture pendant un long moment plutôt que de rentrer directement chez lui. Il voulait éviter d'aller directement chez lui, parce qu'il avait peur que l'autostoppeur le voie et sache où il habite. Environ 20 minutes plus tard, Charles arrive devant chez lui. À sa grande surprise, il aperçoit l'autostoppeur qui rôde autour de sa maison. Il décide alors d'appeler la police. Charles Holden a-t-il été pris de court pour se construire un alibi? Car avouez-le, son explication est grotesque. À l'en croire, l'autostoppeur avec lequel il aurait eu une altercation se serait rendu chez lui à pied. Et pour se venger, sans connaître son adresse, il aurait fracturé la porte d'entrée avant d'assassiner sauvagement sa mère. Les policiers n'en croient pas un mot. C'est pourquoi, pour confondre Charles Holden, leur principal suspect, ils poursuivent leur collecte d'indices. L'autopsie de Dorothy Donovan va-t-elle leur fournir une preuve de sa culpabilité? Le légiste n'a jamais pu clairement déterminer l'arme qui avait été utilisée. On sait seulement que c'était un objet tranchant, probablement un tournevis ou un couteau. Les enquêteurs se sont posé beaucoup de questions. Ils se disaient que l'histoire de Charles Holden ne tenait vraiment pas debout. Lorsque Charles termine sa déposition, les policiers ne se gênent pas pour lui donner leur opinion. Vous nous dites qu'un Afro-Américain vous a agressé à un carrefour C'est la vérité. et qu'il a assassiné votre mère quelques minutes après. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Mais moi, je vous dis que ça tient pas la route. Je vois pas comment cet homme aurait pu marcher du carrefour jusqu'à chez vous et tuer votre mère le temps que vous fassiez le même trajet en voiture. C'est totalement impossible, Charles. J'y crois pas une seconde. Comment l'autostoppeur pouvait-il savoir où habitait Charles? Après tout, il y a d'autres maisons dans le voisinage. Il aurait marché plus d'1 kilomètre et aurait comme par hasard tourné dans la bonne rue. Son histoire était difficile à croire. Déjà, pourquoi cet homme était-il entré dans cette maison? Et une fois dedans, pourquoi avait-il tué cette femme qui dormait? Il a certainement dû être surpris quand je l'ai accusé d'avoir quelque chose à voir dans la mort de sa mère. Mais c'est comme ça que je voulais mener l'interrogatoire, parce que sa version des faits n'était pas logique. Ce n'était pas plausible que ça se soit passé comme ça. Les enquêteurs découvrent alors qu'il pourrait s'agir d'une question d'argent.
Peu avant sa mort, Dorothy avait contracté une assurance vie en cas de décès accidentel. Et Charles en était le bénéficiaire. Charles Holden avait des difficultés financières à l'époque des faits. Il avait contracté des dettes au cours de l'année précédente pour faire vivre sa ferme. S'il touchait l'assurance de sa mère, il pouvait les rembourser. Autre fait incriminant, Charles refuse le détecteur de mensonges. Qu'est-ce qu'il avait à cacher? S'il n'avait vraiment rien à voir avec la mort de sa mère, pourquoi refuser? Lorsque quelqu'un refuse de passer au détecteur de mensonges, ça éveille toujours les soupçons. On se dit, qu'est-ce qu'il essaie de cacher? Il n'a peut-être pas tué sa mère, mais il sait peut-être qu'il l'a fait. Votre mère ne méritait pas de mourir en croyant que quelqu'un, avec qui vous vous étiez battu 20 minutes plus tôt à un carrefour, avait retrouvé sa maison pour aller la tuer. Votre mère ne méritait pas ça. Les enquêteurs ne mettent pas longtemps à trouver des preuves sur la scène de crime. Vous mentez, Charles. Mais non! Sinon, on ne serait pas là. On ne ferait pas ça si on croyait que ça s'était passé autrement. J'ai rien fait! On a des preuves. Et quelles preuves? La preuve en question se trouve sur la rampe d'escalier chez Dorothy. Il y avait une empreinte de paume pleine de sang sur la rampe, qui s'est révélée un indice crucial pour l'enquête. C'est votre empreinte? Non! Mais si. C'est pas mon empreinte. Là, c'est la peine de mort. Il existe d'autres traces de doigts ensanglantés dans la maison, mais elles ne sont pas aussi nettes. Même si elle était partielle, l'empreinte était bien nette. On n'avait pas toute la paume, juste une petite partie de la paume. Cette affaire rocambolesque est-elle proche de sa conclusion? Charles Holden va-t-il enfin renoncer à ses affabulations et avouer le meurtre? Car il possède un mobile. Percevoir la prime d'assurance vie que sa mère a souscrite. Les enquêteurs n'ignorent pas que Holden est criblé de dettes et que s'il ne lève pas rapidement l'hypothèque qui pèse sur sa ferme, elle sera saisie par ses créanciers. L'empreinte de paume ensanglantée, prélevée sur la rampe de l'escalier de la maison, va-t-elle lever le peu qui reste d'ambiguïté? Nous avons comparé l'empreinte de paume à celle de Charles Holden, et elle ne correspondait pas. Les enquêteurs doivent alors admettre que l'histoire de Charles est peut-être vraie. Les enquêteurs restent convaincus que Charles a quelque chose à voir dans le meurtre de sa mère. Après tout, il pourrait avoir payé quelqu'un pour la tuer. Même si les légistes n'ont pas trouvé de preuves incriminant formellement Charles Holden, il pourrait bien y avoir un lien entre lui et la personne qui a commis le crime. La police suspecte l'homme qui était au fast-food avec Charles d'être le tueur commandité. Les enquêteurs ont pu retrouver quelques personnes qui étaient présentes sur le parking cette nuit-là. Elles confirmaient la présence d'un homme d'origine afro-américaine qui cherchait quelqu'un pour l'emmener. Et elles l'ont effectivement vu monter dans la voiture de Charles. Les enquêteurs demandent à Charles de décrire l'autostoppeur, ce qui leur permet de dresser son portrait robot. Les grandes lunettes sont le signe le plus distinctif. Les enquêteurs cherchent donc parmi les criminels correspondant à cette description et retiennent une liste de photos. Charles a désigné un individu du nom de Richard Mitchell. 3 autres témoins présents cette nuit-là ont également reconnu Richard Mitchell comme étant l'autostoppeur. Richard Mitchell, 33 ans, ressemble à s'y méprendre au portrait robot. Il a déjà été arrêté plusieurs fois pour contrefaçon ainsi que pour d'autres petits larcins. On était plutôt optimiste. On pensait avoir trouvé le coupable. La police trouve Mitchell dans sa maison d'Arrington, dans le Delaware. Mais ils comprennent tout de suite qu'ils font fausse route. Dès que j'ai vu Richard Mitchell, j'ai compris que ce n'était pas notre homme. Il avait une grosse barbe alors que notre suspect était rasé de près. De plus, l'empreinte de Mitchell ne correspond pas à celle trouvée sur la scène de crime. Et il possède un alibi. De toute évidence, ce n'était pas notre homme.
De retour sur la scène de crime, les enquêteurs trouvent un autre indice. Le sang sur l'interrupteur du salon ne provient pas de la victime. C'est donc probablement celui du tueur. Il avait pu se couper la main en cassant la vitre de la porte pour s'introduire dans la maison. Un échantillon est envoyé au laboratoire du FBI qui confirme que ce sang n'est pas celui de Charles ni celui des autres suspects. C'est très frustrant d'avoir une preuve pareille et de ne pas pouvoir l'exploiter. C'était très frustrant. On était très en colère et on se posait un tas de questions. Charles continue de nier, mais les doutes subsistent quant à son implication dans la mort de sa mère. Plusieurs témoins corroboraient la version de Charles Holden à propos de l'autostoppeur. Mais les enquêteurs restaient sceptiques. Cette histoire était trop invraisemblable pour être vraie. Ils continuaient de soupçonner Charles d'être impliqué dans la mort de sa mère. Plus de 10 ans après les faits, l'État du Delaware peut enfin avoir accès au CODIS, une base de données ADN qui répertorie les criminels au niveau national. Le CODIS est une banque de données des profils ADN. C'est un logiciel de base de données qui mêle la recherche médico-légale et la technologie informatique pour résoudre des crimes. En 2009, le CODIS disposait de près de 7 millions de profils ADN, ce qui en faisait déjà la plus importante base de données biologiques du monde. Gérée par le FBI et centralisant les informations en provenance des 50 États, cet outil est constitué des signatures génétiques de toute personne arrêtée et non plus condamnée pour un crime grave, comme c'était le cas avant que soit promulgué le Patriotic Act suite à l'attentat contre les tours du World Trade Center. En dépit de son indéniable efficacité, le CODIS est la cible d'associations citoyennes qui considèrent son usage anticonstitutionnel, surtout depuis que les fichiers sont classés par catégorie raciale. En France, le fichier national automatisé génétique remplit cette fonction. Il a été créé en 1998 à la suite de l'arrestation du tueur en série Guy Georges. Initialement destiné à recueillir les empreintes génétiques des personnes impliquées dans les crimes sexuels, son champ d'application s'est peu à peu étendu à la plupart des infractions. En 2010, le fichier national comptait plus de 1 700 000 profils, soit près de 2,65% de la population française. Durant ces dernières années, il a permis aux gendarmes et policiers de réaliser 110 000 rapprochements de profils. Mais dans notre affaire, le CODIS sera-t-il efficace pour identifier une empreinte ADN relevée 15 ans plus tôt sur la scène de crime? Quand le FBI entre le profil ADN du meurtrier de Dorothy Donovan dans la base de données, un nom apparaît enfin. On avait enfin trouvé, c'était génial. On était vraiment contents. Je n'en revenais pas. Ça faisait à peine une semaine que l'échantillon était parti. Et on me rappelait déjà pour donner un nom. L'ADN appartient à Gilbert Cannon, un criminel notoire qui vivait dans le Delaware au moment du meurtre de Dorothy. Entre-temps, il a fait de la prison pour possession de drogue et vol, mais il a depuis été relâché. Mais pour l'heure, personne ne sait où il se trouve, ou même s'il est encore en vie. Ils ont retrouvé des photos de lui datant des années 90. Et ils ont pu les comparer au portrait robot du suspect. Elle ressemblait bien au Gilbert Cannon des années 90-91. Lorsque les enquêteurs identifient Cannon, il est déjà sorti de prison et personne ne sait où il se trouve. La police finit par le retrouver chez sa petite amie, à 65 km à peine de la ferme de Dorothy Donovan. Il nous a fallu plus de 2 mois pour retrouver Gilbert Cannon. Mais Cannon nie catégoriquement être impliqué dans le meurtre. Je ne vais pas vous dire que j'ai tué quelqu'un,
alors que j'y étais même pas. Les enquêteurs savent que l'ADN de Cannon se trouvait sur la scène de crime. Mais ils prennent tout de même ces empreintes de doigts et de paumes pour les comparer à celles retrouvées sur place. Je leur avais dit de bien faire attention à faire pivoter la paume vers l'extérieur pour pouvoir avoir une empreinte complète. Rod Eggman compare ces nouvelles empreintes à celles trouvées sur la rampe dans la maison de Dorothy Donovan. Le résultat est sans appel. L'empreinte est bien celle de Gilbert Cannon. Désormais, il ne peut plus nier l'évidence. Gilbert, une chose est sûre, c'est que vous étiez là-bas. Vous y étiez, Gilbert. C'est obligé. On vous le confirme officiellement. Il s'agit bien de votre ADN, c'est incontestable. Ça ne peut être que le vôtre. Ça correspond parfaitement. Je ne sais pas ce que vous faisiez à l'époque, je n'en ai aucune idée. On espérait que vous nous aideriez à tirer cette affaire au clair. Parce que vous êtes coupable, Gilbert. Je l'ai déjà dit, j'ai tué personne, c'est pas moi. Quelques heures plus tard, Cannon se ravise. Il a frappé au carreau de sa cellule et il a dit aux enquêteurs qu'il voulait leur parler. En fait, je suis sorti. Je sais plus si c'était à cause de la drogue ou quoi. J'ai aucune raison de mentir là. Je suis pas obligé de vous dire ça. C'est vrai. Cannon avoue aux policiers que le soir du meurtre, il avait pris de la cocaïne et qu'il en voulait encore. C'est là qu'il a rencontré Charles Holden au fast-food. Hé, faut que j'aille à Georgetown. Je vais pas jusque-là, mais je peux vous avancer. Merci, c'est sympa. Holden accepte de l'avancer, mais refuse de conduire Cannon jusqu'au centre-ville. Une dispute éclate. Cannon trouve un tournevis dans le véhicule et la bagarre se poursuit à l'extérieur. Finalement, Charles Holden accepte d'emmener Cannon jusqu'à destination. Mais Charles réussit à remonter dans la voiture le premier et prend la fuite. Cannon explique qu'il n'avait pas d'autre choix que de marcher dans la même direction. Il dit être passé devant plusieurs maisons, mais elles étaient toutes éclairées. Il s'arrête donc devant la première maison apparemment vide pour y dormir. Il entre par la porte de derrière en cassant un carreau et réveille la propriétaire, Dorothy Donovan. Cannon a peur qu'elle l'identifie. Il s'empare alors du tournevis qu'il a pris dans le véhicule de Charles et poignarde Dorothy. Rendu fou par la drogue, il s'acharne sur elle. Mais il laisse l'empreinte de sa paume sur la rampe d'escalier et par conséquent son ADN. Charles l'aperçoit devant sa maison et appelle la police, persuadé que Cannon a réussi à le suivre. Cannon affirme qu'il a choisi la maison de Dorothy par hasard. Il n'avait aucune idée du lien qui unissait Dorothy et Charles. Les enquêteurs lui ont demandé s'il était accompagné, s'il connaissait Charles Holden, si on lui avait demandé de faire ça. Il a répondu que non, qu'il avait agi seul. Lorsqu'ils ont dit à Cannon que Charles était le fils de ma mère, il a été très surpris. Ça nous a vraiment soulagés. Soulagés d'apprendre qu'il n'y avait aucun lien avec cet homme. Il a également dit aux enquêteurs qu'il ne savait pas qu'il se trouvait à quelques mètres de la maison de celui qui venait de le prendre en stop, et qu'il ne savait pas non plus que c'était sa mère. Craignant la peine de mort, Gilbert Cannon plaide coupable pour meurtre avec préméditation. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. On était vraiment très heureux. J'ai remercié Dieu. J'ai toujours su qu'il serait là pour nous et que justice serait rendue. Peu importe le temps que cela pourrait prendre.
La science a non seulement prouvé la culpabilité de Gilbert Cannon, mais elle a aussi prouvé qu'un homme serviable comme Charles Holden n'avait rien à voir avec le meurtre de sa mère. Charles Holden a été disculpé grâce au progrès de l'informatique et des sciences médico-légales. C'est certainement l'affaire la plus étrange de toute ma carrière, simplement parce qu'au départ, nous pensions que son histoire ne tenait pas la route. C'était incroyable de pouvoir leur permettre de clore le dossier et de tourner la page. Tout ça grâce à la science, au CODIS et à la police. Si les policiers n'avaient pas fait un travail aussi remarquable et poursuivi leurs efforts durant toutes ces années, Cannon serait certainement encore en liberté. Eh bien, aussi rocambolesque qu'elle paraisse, cette histoire est vraie. Et Charles Holden a toujours dit la vérité. Il a effectivement fait la connaissance fortuite d'un inconnu dans un snack-bar. Puis, il a accepté de le prendre en stop à bord de sa voiture pour le déposer près de chez lui. Mais l'homme a insisté pour être accompagné devant sa porte. Cette exigence a agacé le conducteur et une querelle violente et absurde s'en est suivie. Holden a réussi à se débarrasser de l'inopportun, mais a hésité avant de rejoindre sa mère, de peur que l'autre ne repère sa maison et l'agresse une seconde fois. L'homme a ensuite marché dans l'obscurité au hasard des rues, pendant une vingtaine de minutes, la rage au cœur. Et parvenu devant une maison, n'importe laquelle, il est entré par effraction et s'est jeté sauvagement sur la première personne qui s'y trouvait, la mère de Charles Holden. La mère de l'homme qui avait refusé de faire un détour pour le raccompagner. Cette coïncidence invraisemblable a été à l'origine de la suspicion de meurtre qui a plané sur Holden pendant une quinzaine d'années. Un tel concours de circonstances ne s'invente pas. Reste un dernier point à éclaircir. Comment expliquer que pour une peccadille, Gilbert Cannon ait nourri une haine aussi inextinguible à l'égard de Holden? Cannon avait pris une forte dose de cocaïne. Sous l'emprise de la drogue, il avait perdu toute notion de rationalité et il agissait comme un robot, aveuglé par le ressentiment. Sachez encore que cette affaire tragique a défrayé la chronique pendant des années, et aujourd'hui encore d'ailleurs, articles, reportages télévisés, blogs sur Internet ne cessent de l'alimenter. Une jeune femme a tout pour être heureuse, jusqu'au moment où sa vie bascule, jusqu'au jour où un puits sans fond s'ouvre sous ses pieds, jusqu'à sa chute dans l'indicible. Je vous laisse découvrir tout de suite cette affaire qui a transformé en cauchemar un joli conte de fées. Pour Julie Busken, 21 ans, décrocher sa licence de danse à l'université d'Oklahoma était l'aboutissement d'un rêve d'enfant. Au CP, elle a assisté au récital d'une petite copine à elle. C'est là qu'elle a su qu'elle voulait devenir ballerine. Elle voulait enseigner aux enfants, de préférence handicapés, et avoir son école de danse. Julie termine ses cours à Noël. Ses parents viennent de l'Arkansas pour l'aider à déménager. Lorsqu'ils arrivent chez elle, leur fille n'est pas là. Sa voiture non plus. Un agent de police est arrivé et nous a demandé si nous étions les Busken. J'ai dit oui, et il a dit « Vous devez contacter le poste de police. Votre fille est portée disparue. » Alors ma femme m'a dit « Un malheur est arrivé. » J'ai répondu « On va la retrouver, tout ira bien. » La police apprend que Julie a accompagné une amie à l'aéroport aux alentours de 4 heures du matin et qu'elle prévoyait ensuite de rentrer chez elle. Personne ne l'a revue après, ni sa famille, ni ses amis. Vers 5h30 du matin, un habitant de la résidence de Julie téléphone à la police. Yes, we were just sleeping, and my wife heard a really strange, like a really awful scream from our parking lot of our apartment complex. Do you see anything outside? No, I'm kind of afraid to go outside, actually.
Un voisin a entendu un homme dire « La ferme, monte dans la voiture ». Plusieurs autres ont entendu une femme crier. Et l'un d'eux a rapporté avoir entendu une voiture démarrer. Les cris signalés au poste de police de Norman ce matin-là étaient sans doute ceux de Julie Busken. J'en ai pas la preuve, mais j'en suis convaincu. 12 heures après sa disparition, Julie Busken est retrouvée morte au bord d'un lac, à une vingtaine de kilomètres de chez elle. Elle était dans l'eau jusqu'à la taille. Elle avait les mains attachées dans le dos avec une paire de lacets. Elle a été exécutée d'une balle dans la tête. Le trou causé par la balle à l'arrière de sa tête était très net, ce qui veut dire que le canon de l'arme était contre son crâne quand le coup est parti. Et vraisemblablement, il y a eu agression sexuelle. Les indices suggèrent qu'on lui a baissé son pantalon à un moment donné. J'ai cru devenir fou. Je suis sorti dehors. J'en voulais à la terre entière. J'étais comme fou. On se sent complètement impuissant. On ne peut rien faire, absolument rien. Et il n'y avait rien qui puisse nous aider. La police espère que les indices trouvés sur place leur permettront de remonter jusqu'au meurtrier de Julie. Julie Busken avait beaucoup d'amis à la fac. La police en interroge le plus possible pour essayer de récolter le maximum d'informations. Julie avait beaucoup d'amis garçons, mais pas de petite amie. Je pense qu'elle n'était pas prête pour ça. Et surtout, elle n'avait pas le temps à cette époque-là. Je n'ai pas souvenir d'un quelconque souci avec un petit ami, ni d'une rupture difficile, non, rien de tout ça. L'appartement de Julie est en parfait état. Il n'y a aucune trace de lutte. La voiture de Julie est retrouvée garée dans une résidence, une rue plus loin. Ça faisait un peu bizarre de se dire que la voiture était probablement restée là tout près depuis qu'on l'avait abandonnée. Elle était restée là toute la journée, comme si elle attendait d'être découverte. Le sable rouge retrouvé sur le plancher de la voiture de Julie rappelle celui des berges du lac où son corps a été découvert. J'ai trouvé ça vraiment bizarre, que le ravisseur ait pris la peine de ramener le véhicule. Pourquoi avoir agi comme ça? Quand on a commis un crime pareil, on se débarrasse des preuves au plus vite, mais on ne prend pas le risque de revenir sur les lieux du crime. Il n'y a pas de sang à l'intérieur du véhicule, ni aucune trace visible de lutte. Les enquêteurs ne retrouvent ni cheveux, ni fibres, ni aucune empreinte. On a su tout de suite qu'il manquait son téléphone et d'autres objets personnels. Ses amis savaient qu'elle portait une bague avec une opale, et là, elle ne l'avait pas. Le relevé de ces appels indique que quelqu'un a utilisé son portable après sa mort. Un appel a été passé au service des prévisions météorologiques et un autre n'a pas abouti, le numéro n'étant pas attribué. Au bord du lac, les enquêteurs découvrent de nouveaux indices sur le sable à proximité du corps de Julie. Il y avait 2 jeux d'empreintes qui descendaient jusqu'au lac et un seul qui remontait. L'un semble correspondre aux chaussures de Julie, mais pas l'autre. Ces empreintes ne pouvaient qu'appartenir au meurtrier de Julie Busken. Malgré le sable soufflé par le vent sur les traces de pas, les experts parviennent à identifier un motif de semelle. Il s'agit d'une chaussure de course pour homme de pointure 43. À partir d'une photo que nous lui avions envoyée, le fabricant a pu identifier le modèle spécifique de la chaussure de course qui, selon lui, avait laissé cette empreinte sur le sable. À environ 6 mètres du corps, les enquêteurs découvrent un juste-au-corps rose froissé avec les initiales JB sur l'étiquette. C'est celui de Julie. Il y avait une substance dessus qui en fait était du liquide séminal. Le juste-au-corps est envoyé au laboratoire pour des tests ADN. L'autopsie confirme que Julie a été abattue d'une seule balle de calibre 22.
Les experts en balistique parviennent à déterminer le type d'arme qui a été utilisé. Le projectile présentait 16 rainures polygonales, ce qui est plutôt rare. Ça m'a permis de restreindre ma recherche à quelques fabricants d'armes à feu. Seules 6 marques fabriquent des armes de calibre 22 avec cette combinaison de stries. En dépit de plusieurs pistes et d'une récompense de 70 000 $, l'enquête piétine. Au bout d'un moment, on n'y croyait plus. Au milieu du 19e siècle, la prolifération des armes à feu en Europe et aux États-Unis contribue à augmenter de façon exponentielle la criminalité. Face à ce phénomène alarmant, les policiers tentent d'inventer des outils fiables capables de confondre rapidement les tireurs meurtriers. Leur tâche aurait été d'une extraordinaire difficulté si les armuriers n'avaient pas constaté qu'en rayant l'intérieur des canons, ils triplaient la portée et amélioraient la précision des armes à canon lisse qu'ils fabriquaient auparavant. Alors les rayures sont obtenues en introduisant dans le tube d'éjection une lame d'acier hélicoïdale plongée dans de l'huile. Mais elle s'émousse et doit être sans cesse aiguisée, réajustée et changée. Ainsi, les gravures propres à chaque canon sont-elles fidèlement transmises à la balle lorsqu'elle est violemment pressée contre la paroi et expulsée avec un mouvement de rotation sous l'effet des gaz d'explosion. Alors, d'abord répertoriées de façon empirique, les marques distinctives de chaque modèle d'arme font aujourd'hui l'objet de fichiers informatisés. Le système cible en France, Ibis et Drugfire aux États-Unis permettent ainsi d'élucider chaque année des centaines de meurtres commis par arme à feu. Dans notre affaire, grâce à l'analyse des stries et rayures, les experts sont parvenus à limiter à 6 les marques de pistolets de calibre 22 ayant pu être utilisées pour exécuter Julie Bosken. Si l'affaire n'était pas résolue, si le meurtrier n'était pas neutralisé, la police craignait qu'il ne recommence et qu'on se retrouve avec d'autres affaires sur les bras. Mais un mois plus tard, un homme reconnaît la voiture de Julie Bosken en photo dans le journal et signale à la police qu'il a peut-être vu le tueur. Le matin du meurtre de Julie, une voiture semblable à la sienne lui a coupé la route, justement près du lac où son corps a été retrouvé. Il était hors de lui. Il a pris en chasse la petite voiture rouge qui filait devant lui. Il suit la voiture sur environ 8 km. Le conducteur le regardait à travers le rétroviseur. Il a trouvé ça louche, alors il a continué à regarder et l'autre n'arrêtait pas de le fixer dans le rétro. Le témoin est disposé à décrire l'individu, mais il n'est pas sûr d'en être capable. Quand vous pensez à cette personne, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Sa coupe de cheveux? Son gabarit? Pour l'aider, un dessinateur spécialisé en identification judiciaire, Harvey Pratt, montre aux témoins différents exemples de traits de visage. Il n'avait pas réalisé qu'il avait été témoin de quelque chose jusqu'à ce que quelqu'un vienne titiller sa mémoire. C'est ce que j'appelle un témoin dissocié. Peu à peu, un portrait émerge. Celui d'un jeune homme, peut-être un étudiant, d'origine hispano-américaine, aux cheveux longs, bruns et plutôt musclés. C'était un événement marquant. Ce type a failli lui rentrer dedans, c'est pour ça qu'il s'en est souvenu. Je me souviens que j'étais pleine d'espoir quand le portrait robot a été diffusé. Je me suis dit, puisque c'est ce type-là sur la photo, ils vont vite le retrouver, maintenant qu'ils savent à quoi il ressemble. Rien n'est moins sûr. Un témoin a pu décrire l'homme qui conduisait la voiture de Julie Bosken le matin du meurtre. Le portrait robot est diffusé à intervalles répétés par la presse locale.
Quand le suspect est un étranger et pas une connaissance, cela élargit le champ d'investigation. On passe d'une poignée de suspects à plusieurs milliers. Mais personne ne le reconnaît et l'affaire finit par être classée. On roulait en regardant les gens sur le trottoir et je me disais, si ça se trouve, c'est lui. Il était dans la nature depuis un moment déjà. On aurait très bien pu le croiser quelque part. Puis, 4 ans et demi après le meurtre, la police reçoit une lettre d'une détenue de la prison du comté de l'Oklahoma. Elle y déclare que Dennis Sturmer, 23 ans, pourrait être le meurtrier de Julie Busken. Ce maçon n'a aucun antécédent judiciaire, mais à l'époque du meurtre, il vivait à quelques rues de l'appartement de Julie. Et surtout, il ressemble étrangement au portrait robot. La police l'interpelle. Il ignore les questions des enquêteurs et refuse le prélèvement d'ADN. La police demande une injonction de la Cour pour procéder au prélèvement. Après 5 ans, l'affaire semble enfin près d'être résolue. Son profil ADN était vraiment très proche de celui prélevé sur le juste-au-corps et les sous-vêtements que Julie portait au moment où elle a été tuée. Malheureusement, il était très proche, mais pas strictement identique. Et tous les résultats qui ne sont pas strictement identiques sont écartés. Monsieur Sturmer a donc été disculpé dans cette affaire. Le profil de Sturmer est si proche de celui du tueur que les enquêteurs pensent avoir une nouvelle piste. Pour l'expert de l'époque, les deux profils ADN étaient tellement proches qu'ils devaient appartenir à 2 membres d'une même famille. Donc, la police a focalisé ses recherches sur tous les hommes qui avaient un lien de parenté avec lui. Le seul homme encore vivant ayant un lien de parenté direct avec Sturmer est son frère, mais son ADN ne correspond pas non plus. Une fois de plus, l'enquête est au point mort. Après toutes ces années d'enquête, on avait fini par se résigner, en se disant qu'on ne saurait probablement jamais qui avait fait ça à notre fille. Les enquêteurs procèdent alors à une campagne de prélèvement à grande échelle. Ils demandent à tous ses anciens camarades, mais aussi à tous les hommes de son quartier ayant des antécédents judiciaires, de fournir volontairement un échantillon de leur ADN. Tous les hommes avec qui elle avait été en contact devenaient des suspects. Tous les hommes contactés acceptent le prélèvement. Plus de 200 tests sont réalisés. C'est l'une des plus vastes campagnes de tests ADN jamais réalisées aux États-Unis. Mais aucun profil ne correspond. Après plus de 200 tests négatifs, on commence à désespérer. On se demande si cette affaire sera résolue un jour. Passer au crible de l'ADN d'une importante population masculine dans l'espoir d'isoler un coupable est une méthode qui a déjà été employée avec succès. Ainsi, en Grande-Bretagne, en 1986, c'est-à-dire peu après l'utilisation de l'identification génétique appliquée à la criminologie, une affaire complexe avait pu être résolue grâce à cette technique. Dans un village proche de Leicester, une jeune fille de 15 ans est retrouvée morte. Elle a été violée et étranglée. 3 ans auparavant, une autre jeune fille du même âge avait été tuée dans des circonstances similaires. La police lance alors une vaste opération de prélèvement. En 6 mois, près de 5000 hommes donnent un échantillon de salive ou de sang, mais aucune empreinte ne correspond. Peu après, un homme se vante d'avoir subi une prise de sang à la place d'un de ses amis. Le suspect est arrêté. Son empreinte ADN correspond aux traces génétiques laissées sur les cadavres des jeunes filles. Il est arrêté, condamné et pendu. Puis, 6 ans après le meurtre de Julie, un dénommé Anthony Sanchez est arrêté pour le viol de son ex-petite amie. Comme tous les délinquants sexuels présumés, Sanchez doit fournir un échantillon de son ADN.
Alors que les analyses sont en cours, les enquêteurs font des découvertes surprenantes sur Sanchez. D'abord, à l'époque du meurtre de Julie, ce dernier habitait à 2 km à peine de chez la jeune femme. Les enquêteurs s'intéressent alors à son entourage de l'époque. Ils retrouvent son ancienne petite amie qui leur fait lire tout ce qu'elle a écrit dans son agenda durant le mois où Julie a été tuée. Il y avait cette phrase d'octobre 1996 qui disait « Anthony m'a acheté une nouvelle paire de baskets et il s'est acheté exactement les mêmes pour hommes. » Sanchez, chose du 43. C'est donc la preuve qu'il possédait à l'époque une paire de baskets de la même marque et de la même pointure que celle à l'origine des empreintes découvertes près du corps de Julie. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un, probablement le tueur, a utilisé le téléphone portable de Julie après le meurtre. Or, le numéro composé est à un chiffre près le même que celui d'une ex-petite amie de Sanchez. Une des ex-petites amies d'Anthony, une jeune fille qui habite à Norman, avait un téléphone fixe. Et son numéro faisait partie des appels passés après la mort de Julie avec son portable. Était-il possible que Sanchez ait voulu composer de tête le numéro de cette jeune fille et se soit trompé d'un chiffre? C'était un élément de preuve, même sans ADN. L'ami de Sanchez révèle également aux enquêteurs qu'il avait des habitudes plutôt curieuses. La police avait appris d'une des petites amies que son père et lui aimaient bien tirer avec leur calibre 22 dans les murs de leur duplex. Drôle de passe-temps entre un père et son fils. Julie ayant été abattue avec une arme de calibre 22, les enquêteurs obtiennent un mandat et passent au rayon X tous les murs de l'appartement où vivait Sanchez avec sa petite amie. L'étau se resserre autour d'Anthony Sanchez. À l'époque du meurtre de Julie Busken, il avait fait l'acquisition d'une paire de baskets de la même marque, de la même taille que celle dont l'empreinte de la semelle a été retrouvée près du corps de la jeune fille. Plus incriminante encore, les appels passés de son téléphone portable après sa mort correspondent au numéro de la petite amie de Sanchez. Si les enquêteurs parvenaient maintenant à retrouver une balle de calibre 22 dans l'appartement de Sanchez et à la comparer à celle qui a tué Julie, peut-être pourrait-il identifier l'arme du crime. Ne trouvant rien, il décide d'arracher le papier peint qui recouvre les murs de l'appartement. N'obtenant aucun résultat, il décide d'arracher le papier peint. Mais toujours rien. Lorsque la police a eu terminé, l'appartement était sans dessus-dessous et le propriétaire est revenu pour tout nettoyer. Il avait apporté un cabas. Il a tout ramassé et en vidant le sac, devinez ce qui est tombé. Une balle. Une balle de calibre 22. Des tests balistiques montrent que la balle présente les mêmes caractéristiques que celles récupérées lors de l'autopsie de Julie. Pour finir, l'ADN d'Anthony Sanchez est comparé à l'échantillon biologique prélevé sur le justo-corps de Julie. Le résultat est sans appel. Le matin où la police nous a téléphoné pour nous prévenir qu'ils avaient trouvé un profil qui correspondait, c'est un peu flou dans ma tête. Évidemment, on était contents, mais on n'y croyait plus. Au téléphone, on nous a dit qu'un profil ADN correspondant avait été trouvé. On ne s'y attendait pas du tout. Mais tout de suite, on a demandé « Qui est-ce ? Est-ce qu'on le connaît ?» Confondu par son ADN, Anthony Sanchez est arrêté et inculpé du meurtre de Julie Busken. Sanchez avait 18 ans au moment des faits et vivait à quelques centaines de mètres de chez Julie. Les Busken voudraient maintenant comprendre pourquoi. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. Et je doute que quelqu'un d'autre en ait une.
si ce n'est Anthony Sanchez. Il est la seule personne qui puisse répondre à cette question. Mais pour le moment, il refuse encore de parler. Sanchez était déjà connu pour vol. Selon le parquet, la nuit du meurtre, il était en train de voler des cadeaux de Noël dans des voitures. C'est alors qu'il a vu Julie Busken, qui rentrait chez elle après avoir déposé son ami à l'aéroport. D'après les enquêteurs, Sanchez a enlevé Julie en la menaçant de son arme. Il l'a forcée à monter en voiture et à les conduire au lac à une vingtaine de kilomètres de là. Là, il la viole avant de l'abattre d'une balle dans la tête. Mais Sanchez laisse derrière lui son ADN, l'empreinte de ses chaussures pointure 43 et des traces de sable dans la voiture de Julie. Sanchez quitte les lieux. Là, il coupe la route à un autre conducteur qui réussit à voir son visage et le décrira à la police. Sanchez utilise le téléphone portable de Julie pour appeler sa petite amie, mais se trompe d'un chiffre. Sans cette erreur, il aurait sûrement été interpellé au bout de quelques jours. Il sera néanmoins rattrapé par la science. On nous avait dit que l'ADN laissé par le violeur permettrait de le retrouver et de l'arrêter. C'est ce qui s'est passé. Anthony Sanchez est jugé pour le meurtre de Julie Busken et condamné à la peine de mort. C'était un meurtre totalement gratuit, commis de sang-froid par un homme absolument dénué de tout respect pour la vie humaine. Il n'était pas obligé de tuer Julie, mais il l'a fait, et c'est ça le plus ignoble. Comme souvent, face à la violence gratuite, le seul espoir des familles est que justice soit faite. Et la science y contribue de plus en plus. Les cas comme celui-ci, sans aucun témoin excepté le tueur et la victime, seule la science peut les élucider. Comment justifier un tel crime? Pourquoi? Ce n'est pas pour l'argent. Ce n'est pas un crime passionnel, alors pourquoi? Seul un homme pourrait répondre à cette question. Et il croupit dans le couloir de la mort, dans une prison de l'Oklahoma. Ça nous a aidés à être en paix. Je pense que Julie est en paix maintenant. Les gens vont penser que je suis folle, mais je suis convaincue que Julie est en paix, parce qu'elle sait que nous le sommes aussi. Et j'y crois de tout mon cœur. En 2006, après 9 heures de délibération, le jury du comté de Cleveland condamna Anthony Sanchez à la peine de mort pour le meurtre avec préméditation de Julie Busken, l'étudiante en chorégraphie de l'université de l'Oklahoma. Alors, dans une salle d'audience pleine à craquer, la grand-mère et la sœur du condamné clamèrent son innocence. Son père, pris de malaise, dut être évacué. L'avocat de la défense implora le juge de manifester de la compassion à l'égard de son client. « Quelle compassion ?» répliqua ce dernier. « Sanchez a-t-il éprouvé de la compassion en kidnappant, violant et assassinant une innocente? Quelle chance lui a-t-il laissé ?» En 2009, les défenseurs de Sanchez firent appel du jugement, sans succès. Anthony Sanchez attend son exécution par injection létale dans le couloir de la mort. Cette émission est maintenant terminée. Merci de nous être fidèles. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles.
Carrefour Banque et Assurance. Quand vous me dites « la carte passe », invincible. Eh oui, votre carte de crédit Pass Standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 € offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance. Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCS Évry, numéro 313 811 515, numéro Orias 07 031 939. Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Cette histoire, je l'ai tirée de votre livre, Christophe Belzer, d'Écume et de sang, crimes en Bretagne, qui paraît aux éditions de Boré. Où est-ce que vous l'avez déniché, vous, cette histoire ? Alors, je l'ai déniché dans les archives départementales du Morbihan, qui conservent les archives de la justice. Et donc, je participais à une collection pour les éditions de Boré sur les crimes dans les départements. Donc, moi, j'étais chargé de développer plus spécifiquement les départements bretons. Mmh. Et donc, il fallait que je trouve des faits divers sensationnels, mais qui étaient un peu tombés dans l'oubli. Mais celui-là, vous le trouvez aux archives ou vous allez aux archives en ayant entendu parler de cette affaire ? Non, j'en avais absolument pas entendu parler. Après, je regarde le listing des crimes qu'on peut trouver dans les cours d'assises, dans les sessions. C'est des archives de presse aussi. Et puis, il y a l'intuition qu'il y a quelque chose de particulier dans le cas d'Amélie Rieu. Et effectivement, en me penchant spécifiquement sur cette affaire, je me suis aperçu, comme vous le disiez tout à l'heure, de la rareté de ce cas d'une jeune femme, mineure à l'époque, qui tue une enfant. Vous êtes historien, donc évidemment l'émotion d'ouvrir un dossier qui n'a pas été ouvert depuis longtemps, vous la connaissez, mais ça doit être quand même sacrément touchant d'ouvrir un dossier que finalement personne n'a jamais consulté depuis 1922. Oui, c'est toujours, encore une fois, dans n'importe quel, comme vous le dites, pour un historien, trouver les clés d'une énigme, d'une recherche, c'est toujours déjà très enrichissant, enthousiasmant. Et puis là, il y a un côté extrêmement tragique et j'avoue que j'étais touché et ému par la mort de la petite Édouard. C'est quelque chose, effectivement, quand on lit le compte-rendu dans la presse. Alors, le compte-rendu du procès, justement, c'est dans la presse, on est d'accord. C'est très couvert à l'époque ? Oui, c'est très couvert. À l'époque, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans la presse locale, les procès d'assises font la une des quotidiens ou des hebdomadaires, et à l'intérieur, on peut avoir jusqu'à 4, 5, 6 pages consacrées à la fois aux sessions d'assises et aux affaires les plus sensationnelles. En cours d'enquête. Presse nationale, il y en a ? Oui. Il y a des correspondants. Alors, en fait, la presse nationale n'envoie pas forcément de journalistes, mais ils peuvent avoir des correspondants sur place. Donc, mais effectivement, la presse nationale couvre les faits divers les plus sordides, dans ces années-là. Oui, tout à fait. Alors il faut qu'on parle, Christophe Belzer, de la bohémienne, moitié donc cartomancienne, moitié colporteuse, qui est d'abord accusée du crime. C'est un classique du genre, je suppose, à l'époque, c'est-à-dire que la Romanichel est responsable de tous les maux. Là, on est tout à fait dans le problème de l'altérité dans les petites villes. Bon, là, c'est une ville portuaire, mais c'est valable aussi dans les campagnes. C'est-à-dire que l'étranger est vécu souvent comme une menace ou un danger pour les populations locales. Et il y a beaucoup de fantasmes autour, effectivement, du bandit de grand chemin, de la Romanichel qui est à la fois un peu sorcière et voleuse à la fois. Donc, effectivement, on est sur l'image du bouc émissaire ou de la coupable idéale. C'est un classique qu'on retrouve dans énormément d'affaires criminelles, que ce soit de vol ou d'assassinat ou de meurtre, où on recherche, on va rejeter la faute sur quelqu'un qui est forcément étranger à la communauté. D'ailleurs, au passage, est-ce qu'il y avait des Romanichel, beaucoup de Romanichel en Bretagne dans ces années-là ? Non, il peut y avoir des camelots, effectivement il y a quelques nomades, des petites communautés gitanes, mais c'est quelque chose de très très marginal. C'est d'autant plus parce que c'est marginal que on fantasme énormément sur des gens qu'on connaît absolument pas. Et dans l'appellation Romanichel, on englobe simplement des femmes qui peuvent courir un peu le pays pour effectivement vendre des colifichets, des objets, dire la bonne aventure, se prostituer ou
voilà, chercher un travail. Hein, c'était effectivement des travailleurs itinérants, il y en avait beaucoup plus que de Romain Michel, ça c'est sûr. Il y a quelque chose dans ce crime qui est très bouleversant, c'est que le père donc d'Edwina est mort pendant la guerre de 14 et que sa mère n'a plus qu'elle. Et du coup, je pense qu'on ne peut pas sortir cette histoire du contexte de l'après-guerre. Ah bah là, de toute façon, oui, c'est le souvenir est encore vif. La Bretagne a payé un prix particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a des estimations qui peuvent être discutées aujourd'hui de plusieurs dizaines de milliers, voire jusqu'à 200 000 Bretons tués pendant la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, les campagnes, les petits villages ont d'ailleurs, il y a comme dans toute la France, il y a un monument aux morts, et quand on regarde la liste, c'est vraiment spectaculaire, avec notamment des fratries entières qui sont décimées, qui sont tombées pendant le conflit. Donc oui, c'est une destinée terrible pour Hélène Kerlot de perdre à la fois son mari et puis et sa seule fille. Et sa seule fille, parce que justement, elle est veuve et qu'elle n'est pas mariée, donc elle n'a pas pu avoir d'autres enfants, ce qui est très rare, les enfants uniques à l'époque. Hein. Il y a un taux de natalité qui était très fort en Bretagne, donc c'est une double destinée terrifiante et terrible pour cette femme. Alors je veux qu'on parle de la psychiatrie à l'époque, parce que donc le psychiatre vient dire l'accusé ne présente aucune tare d'infériorité d'ordre physique et psychique ou moral, mais quand même l'idée que son frère aussi, qu'elle d'abord est finie folle en prison, que son frère aussi ait fait l'objet d'une crise de démence et mis le feu à la maison familiale, suggère que peut-être quand même dans cette famille, il y avait un atavisme d'origine psychique. Mais la psychiatrie était dans quel état à l'époque ? On parlait pas encore de psychiatrie, on parlait d'aliénistes plutôt. Alors, je ne veux pas généraliser, hein. Il y avait des aliénistes qui étaient tout à fait compétents. Là, je n'ai pas étudié le cas. Le cas de cet aliéniste-là. Ouais, voilà, mais c'est vrai que dans beaucoup de procès, on allait à l'essentiel, c'est-à-dire que on posait des questions, on faisait un questionnaire à la prévenue, et puis on n'élargissait pas forcément au cadre familial, au contexte, aux ancêtres, s'il y avait effectivement des terres génétiques. Après, est-ce qu'il y avait vraiment un problème psychiatrique, mental dans la famille ? Moi, je pense qu'elle a perdu elle peut avoir perdu la raison en fonction de l'horreur de son crime. Elle a pu tout à fait se rendre compte en prison de la gravité des faits. Et ensuite, je pense que pour des femmes qui tuent d'enfants, avec les co-détenus, ça doit pas être facile tous les jours. Donc, il se peut aussi que ça a été précipité par sa condamnation. Très très jeune, hein, on le rappelle, 20 ans, enfermée comme ça pendant 20 ans, elle a pu très bien ne pas tenir le choc. Mais c'est vrai par contre que dans beaucoup d'affaires, hein, comme j'ai travaillé sur beaucoup d'affaires bretonnes, les expertises psychiatriques étaient parfois très très sommaires. Ouais, en 1922, rappelons-le. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt pour femmes de Rennes, une prison qui existe toujours et qui n'accueille toujours aujourd'hui que des femmes. Oui, c'est une des rares en France, dans des nouveaux locaux. Hein, c'est plus la vieille prison qui est près de la gare. Non, ils sont en train de la réhabiliter pour en faire, je crois, des logements, et il me semble qu'il y a maintenant de nouveaux bâtiments modernes. Est-ce que vous savez par quel truchement Amélie Riault a vu sa peine réduite à 20 ans de travaux forcés ? C'est une procédure d'appel qui a dû être faite par son avocat et qui suit la procédure de grâce et de remise de peine. Vous savez pas ce qu'elle est devenue à la fin de sa peine ? Non, c'est compliqué d'avoir accès à tous les dossiers pour des personnes mineures, puisque ça concerne 2 mineurs pour l'époque, hein, Edwina et donc la victime, et puis sa meurtrière Amélie. Donc, mais vous n'avez pas retrouvé son dossier carcéral ? Non, j'ai pas retrouvé son dossier carcéral, qui est encore une fois qui n'est pas accessible pour le grand public, même pour certains chercheurs, sauf dérogations spéciales. Mais je me suis laissé entendre dire qu'elle n'avait pas survécu à sa détention. C'est intéressant ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est un crime de 22. On est exactement 100 ans plus tard. Oui, tout à fait. 100 ans plus tard, on ne peut pas impunément aller fouiller dans les archives. Alors, il y a eu des réformes qui ont facilité l'accès aux archives, mais normalement, les crimes
d'assises, enfin les jugements d'assises, quand j'ai commencé à travailler à la fin du XXe siècle, déjà un petit bout, on ne pouvait pas accéder avant un siècle au dossier. Au dossier d'assises. Non, j'exagère. Je crois que c'est 70 ans maintenant. Oui, c'était 70 ans. Et là, les choses ont été quand même ramenées un petit peu à des plus justes, je dirais, mesures. Et on peut maintenant travailler un peu plus facilement. On a plus facilement de dérogations, qui permet quand même aux chercheurs de pouvoir travailler sur des affaires particulières, parce que sur certains cas, encore une fois, c'est encore plus compliqué avec les mineurs, parce que là, encore une fois, il y a une double protection pour protéger les victimes. Enfin, 100 ans après, on va pas leur causer beaucoup de tort. Non, bien sûr, mais c'était une règle qui a été dictée par le législateur à l'époque. Donc, mais là, effectivement, on a laissé, comme en France, beaucoup de règles qui méritaient d'être réformées, modernisées et adaptées à l'époque. Et maintenant, c'est plus facile de travailler à la fois avec les archivistes et puis avec le droit. Quand vous allez aux archives départementales, c'est ça, vous allez voir l'archiviste et vous lui dites qu'est-ce que vous avez comme affaire criminelle. C'est lui qui vous aide à les trouver ou il vous ouvre un rayonnage? Dans certains cas, effectivement, il y a eu des recherches internes sur le fonctionnement de la justice où ils connaissent un peu les dossiers, mais là, on parle de savoir qu'il y avait 4 sessions d'assises par an. Moi, je travaille essentiellement sur une période qui va du début de la Troisième République jusqu'à, on va dire, les années 60-70. Donc, ça représente des centaines, voire des milliers de cas, parce que sur une session d'assises, il peut y avoir 1 ou 2 cas, mais 15-20 également par session. Donc, en fait, c'est un travail de fourmi. On recense, on revient, et puis on lit la presse aussi. Et la presse, c'est un peu plus facile que quand j'ai commencé, parce que l'outil informatique permet de faire des recherches ciblées avec des mots-clés, notamment sur le site de la Bibliothèque nationale, qui a mis en ligne, c'est un outil formidable, toute la presse quotidienne régionale et nationale, depuis le 19e et du 20e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est un outil qui est très performant et c'est une aide pour les chercheurs qui est extraordinaire. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir fait ce travail qui me permet aujourd'hui de raconter cette histoire. Je rappelle le titre de votre livre, D'écume et de sang, crime en Bretagne, Christophe Belzer, aux éditions de Boré. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à lundi, la télé Full HD Key-Live de 40 pouces est à seulement 149 €. À ce prix-là, j'ai plus aucune excuse pour ne pas m'acheter cette super télé. Surtout à 149 €. Et en plus, elle est garantie 3 ans. Elle a tout pour me plaire. Auchan, avec plaisir. 149 € au lieu de 199, soit 50 € de remise immédiate sur la télé Key-Live. Diagonale écran 100 cm. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je vais vous raconter un crime de 1922 en Bretagne, dans le Morbihan. Une fillette de 12 ans tuée à coups de marteau par une femme. C'est rare. Cette histoire, je la tire du livre de Christophe Belzer aux éditions de Boré, D'écume et de sang, crime en Bretagne. Et je ferai appel à lui pour le débrief que vous trouverez dans un 2e podcast. La réalisation est signée Céline Lebrun. Europe 1. Christophe Ondelatte. Nous voilà à Port-Louis dans le Morbihan, un matin d'août 1922, dans un quartier qui s'appelle Locmalo. Venez avec moi. Et entrons ensemble dans l'épicerie de la veuve Kerlot. C'est la petite boutique, là, qui fait à la fois alimentation et droguerie. Venez. La veuve Kerlot, c'est la dame, là, au comptoir. Son mari est mort dans les Dardanelles pendant la guerre de 14. Et la jeune fille, là, à côté d'elle, eh bien, c'est sa fille unique. Edwina a 12 ans. Elle a décidé de lui confier la boutique pour la journée. Je m'en vais à Lorient. Ma petite chérie, je vais t'acheter les robes que tu m'as demandées. Oh,
Maman, merci, merci, t'inquiète pas. Je vais m'occuper de tout bien comme il faut. Promis. T'inquiète pas. Elle est toujours inquiète, la veuve Kerlou. Edwina est tout ce qui lui reste depuis la mort de son mari. Mais à 12 ans, il est bien normal qu'elle veuille quitter ses habits de paysanne pour s'habiller à la mode des élégantes de la ville. Au cas où, Edwina, j'ai pris l'argent de la caisse. T'en es pas trop. On sait jamais. Faudrait pas qu'il y ait un voleur qui vienne quand je suis pas là. Et la veuve Kerlou s'en va prendre la navette maritime en direction de l'Orient. Quelques heures plus tard, un cri déchirant résonne dans tout le quartier. Et les gens du bourg voient une femme sortir de l'épicerie affolée. « C'est Edwina! On l'a tuée !» Les gens accourent de tous les côtés. Et ils entrent dans l'épicerie. La scène est horrible. Edwina est allongée derrière le comptoir dans une mare de sang. Elle a une plaie béante sur la tempe. Mais elle n'est pas morte. Ses lèvres pleines de sang bougent encore, mais sans émettre le moindre son. On appelle deux médecins, mais trop tard. Je crains de pas pouvoir faire grand-chose. Elle est encore vivante, mais elle va mourir, la pauvre petite. Malheureusement. On monte Edwina agonisante dans sa chambre, et les deux docteurs l'examinent à nouveau. Je crois bien qu'elle a été frappée par un objet. Peut-être bien un poids de la balance de l'épicerie. En tout cas, ça lui a défoncé le crâne. Le pauvre enfant. Dans la foulée arrivent deux gendarmes de la brigade de Port-Louis. Et juste après, le juge de paix de la commune, accompagné de son greffier. Le juge et les gendarmes commencent par interroger la jeune femme qui a découvert le corps, Amélie Rio. Elle a 20 ans. Ben voilà, je suis venu ce matin chez Mme Kerlou acheter du café. La petite Edwina, elle m'a servi. Et là, j'ai rien remarqué d'anormal. Après, je suis monté m'occuper de la maison. Je fais ça quand Mme Kerlou n'est pas là. Et quand je suis revenu à la boutique vers 10h30, j'ai appelé. Et la petite, elle n'était pas là. Et là, j'ai regardé derrière le comptoir. La pauvre était dans une mare de sang. Il y en avait qui avaient giclé juste sur les carottes. Et sur tous les légumes autour. Oh. C'était horrible. Et avant ça, mademoiselle, vous n'avez rien vu? À vrai dire, si. Il y avait une femme comme une bohémienne, tout en noir, qui tournait autour de l'épicerie. Cette femme, d'autres gens du quartier l'ont vue. Jean Guénec, par exemple, un apprenti cimentier de 17 ans qui travaille sur un chantier tout proche. Il devait être vers 10h30. Et j'ai vu une femme entrer. Et après, j'ai entendu comme des cris d'enfants. Alors, sur le moment, j'ai cru que c'était la mère qui corrigeait la petite, mais non. Je m'ai trompé. On l'avait tuée, la pauvre. Et à quoi ressemblait-elle, cette femme? Pour dire vrai, elle avait la peau noire, comme une romanichelle, vous voyez? Et elle était habillée tout en noir. Une gamine du village, elle aussi, la petite Rieux, a été témoin de la scène. J'ai vu Edwina, elle était tout en sang, elle cherchait à sortir et quelqu'un, avec le bras plein de sang, refermait la porte. Et ce quelqu'un, à quoi ressemblait-il, ma petite? Mince. Je pense que c'était une femme. Décidément, tout le monde a vu une poulette.
La scène qui suit est bouleversante. En début d'après-midi, la veuve Kerlo rentre à Port-Louis. Elle a les bras chargés de cadeaux pour sa fille. Elle arrive devant la boutique et elle voit un attroupement et des gendarmes. Que se passe-t-il? Votre fille, madame, a été victime d'un accident. Elle est blessée. Blessée? Mais c'est quoi tout ce sang? Ma fille est morte? C'est ça? Où elle est? Où elle est? On l'amène à l'étage dans la chambre d'Edwina. Elle la serre fort contre elle, en larmes. Il lui reste un peu de vie. Elle voit ses paupières qui bougent et ses lèvres qui frémissent. Et puis, le regard se vide et Edwina rend son dernier soupir. Elle entre dans ce qu'on appelle dans ces années-là, dans le grand sommeil. L'après-midi même, tout un tas de gendarmes battent la presqu'île. Ils cherchent une romanichelle, dont on leur a signalé la présence dans le coin. Une femme au teint basané, vaguement cartomancienne et un peu colporteuse, dont le signalement pourrait correspondre à la suspecte. Elle aurait, le matin même du meurtre, menacé des habitants du pays qui avaient refusé ses services. Et cette femme connaissait la boutique de la mère Kerlo. Elle savait sans doute qu'Edwina était seule quand sa mère s'absentait. Mais elle ne pouvait pas savoir, évidemment, que la caisse était vide. Car c'est pour l'argent, bien sûr, que la petite a été tuée. On a retrouvé la caisse ouverte dans laquelle il n'y avait que 20 francs. Et l'appartement au-dessus a été entièrement fouillé. Le lendemain, une touriste en vacances dans le coin, Madame Philippot, apporte un témoignage très intéressant. Alors je suis passé à l'épicerie vers 9h30 pour acheter une brosse. Et là j'ai trouvé Edwina en discussion avec Amélie Rio. D'ailleurs c'est elle qui m'a servi, Amélie. Et alors, cette demoiselle, je l'ai recroisée après le crime. Eh bien, elle avait du sang plein sa robe. Elle m'a dit qu'elle venait de découvrir le corps de la petite, qu'elle s'était tachée de sang en la relevant. Et elle m'a dit, je vais me changer, parce qu'on serait capable de dire que c'est moi qui l'a tuée. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Tiens. Amélie Rio, qui a découvert le corps, pourrait être mêlée à ce crime. Un brigadier se rend tout de suite chez elle. Mademoiselle Rio, une dame dit qu'elle vous a vue couverte de sang après le crime, et que vous lui avez dit que vous alliez vous changer de peur d'être accusée. Cette femme n'a pas menti. C'est bien ce qui s'est passé. Quand j'ai relevé la petite pour lui porter secours, je me suis mis du sang partout. Mais je vous jure que j'ai rien à voir. Elle confirme devant le juge qu'il la relâche en fin d'après-midi. Entre-temps, on a retrouvé la romanichelle. Les journaux l'accusent déjà, une bohémienne, évidemment. Mais ça n'est pas elle, la meurtrière. C'était une piste bien commode, mais ça n'est pas elle. Alors, qui? Les gendarmes de Port-Louis viennent de recevoir le renfort d'inspecteurs de la brigade mobile de Rennes. Ils reprennent l'affaire à zéro et se focalisent sur les témoignages. Tous disent qu'ils ont vu une femme, puisque ça n'est pas la romanichelle. Et si c'était Amélie Rio, finalement? D'abord, c'est une amie de la veuve Kerlo et de sa fille. Et puis, c'est une fille intelligente, mais elle a très mauvaise réputation. Elle a des dettes auprès de ses amis et ne les rembourse pas. Oh, elle me doit de l'argent, il vient jamais.
Ah, ça pour acheter des robes à la mode? Je prends la dernière. Mais pour me rendre mon argent, eh ben, il n'y a plus personne. Donc la donzelle a des dettes, et ça nous fait un mobile. Mais à côté de ça, depuis la mort d'Edwina, elle a été exemplaire. C'est elle qui l'a veillé et qui a lavé le corps. C'est elle aussi qui a mené le cortège jusqu'au cimetière. On a du mal à l'imaginer en meurtrière d'une enfant de 12 ans. Et pourtant, les gendarmes viennent de trouver un nouveau témoin. Une habitante du quartier, Madame Jaouen, qui connaissait la petite Edwina et qui connaît personnellement Amélie Rio. Elle dit que le matin du meurtre, elle a vu dans la boutique Amélie se laver les mains pleines de sang dans un seau. Aussitôt, le juge d'instruction convoque Amélie. Il la place en garde à vue et il décide de la confronter à son accusatrice. Je répète ce que j'ai dit, monsieur le juge. Oui, j'ai vu Amélie Rio s'y présente, les mains pleines de sang, et se les laver dans un seau. Amélie Rio a l'air troublée, mais elle ne se démonte pas et nie en bloc. Et le juge l'autorise à rentrer chez elle en début de soirée. Mais il change d'avis et vers 1h du matin, il envoie un gendarme la réveiller et la ramener. Il l'interroge toute la nuit, et toute la nuit, elle nie. Et puis vers 7h du matin, épuisée, elle finit par craquer. Oui, c'est ben moi qui l'ai tué. La jeune femme marque une pause, elle hésite et elle ajoute. Mais j'étais pas seule. Ah bon? Et qui était avec elle? Elle désigne un habitant du quartier, un bon père de famille qui est aussitôt interpellé. Mademoiselle Amélie Rio dit que vous avez commis le meurtre de la jeune Edwina Kerlo avec elle. Dit-elle vrai? Vous dites quoi? Vous dites quoi, que j'ai tué la petite? Et là, il tombe à genoux dans le bureau du juge et il hurle son innocence. C'est des menteries. J'étais pas là. Je vous le jure. On vérifie son emploi du temps et il n'a pas menti. Cette Amélie Rio raconte n'importe quoi. Retrouvez Christophe Andelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme. Carrefour Banque et Assurance. Quand vous me dites la carte passe, invincible. Et oui, votre carte de crédit Pass Standard propose de nombreux avantages. Et en plus, profitez de 30 € offerts en bon d'achat à la suite de sa première utilisation, au comptant ou à crédit. Et c'est jusqu'au 24 juin chez Carrefour Banque et Assurance. Carrefour Banque et Assurance. Délai légal de rétractation de 14 jours, voire conditions en agence banque ou sur carrefour-banque.fr. Carrefour Banque RCS Évry, numéro 313 811 515, numéro Orias 07 031 939. Europe 1. Andelatte raconte la suite de votre récit. Maintenant que nous savons que vous étiez seule, mademoiselle, dites-nous donc ce qui s'est passé dans les détails. Je vais tout vous dire. Voilà. Je suis rentré dans la boutique La Veuve Kerlo pour prendre la caisse. Je suis passé derrière le comptoir. Et là, la petite, elle m'a surprise. Et elle m'a traité de voleuse. Je lui ai dit, j'ai besoin d'argent. Je te le rendrai le soir. Elle m'a dit, non, je le dirai à maman. C'est ça qui m'a mis en colère. Alors d'abord, je l'ai giflé. Et puis j'ai pris un marteau de l'épicerie. Et je l'ai frappé. Elle a essayé d'aller à la porte. Je l'ai rejeté en arrière. On a roulé toutes les deux derrière le comptoir. Je lui ai donné un nouveau coup avec un marteau. Et elle bougeait plus. Ah ben voilà. Elle l'a tué pour régler une dette de 200 francs qu'elle n'arrivait pas à rembourser. Et on apprend au passage qu'elle a aussi volé plusieurs fois certaines de ses amies.
Reste à résoudre la question de la préméditation. Est-ce qu'elle avait prévu de la tuer si elle résistait? Ou bien est-ce qu'elle l'a tuée parce qu'elle résistait? Eh bien, on verra ça au procès. Le procès d'Amélie Riault s'ouvre dans l'après-midi du 8 décembre 1922 devant la cour d'assises du Morbihan. L'affaire est rarissime. Une belle jeune fille accusée d'avoir battu à mort avec un marteau une enfant de 12 ans. C'est rare. Et donc il y a un monde fou qui veut assister au procès, dont une partie de la bonne société de Vannes où se trouve le palais de justice. C'est maître Fichot du barreau de Lorient qui défend Amélie. Faites entrer l'accusé, je vous prie. Il est 15 heures. Encadrée par 2 gendarmes, Amélie Riault entre dans le box, élégante et lancée, mais le regard dur. Elle s'est collée une fourrure autour du cou dans lequel elle tente de dissimuler son visage. Vous appartenez, mademoiselle, à une très honorable famille très estimée à Locmalo. Vous êtes la dernière d'une famille de 10. En août dernier, vous étiez déjà fiancée et vous deviez vous marier en octobre. C'est cela? Oui. Le président raconte alors que comme son père était marin-pêcheur et qu'il était souvent dehors, c'est elle qui dirigeait la maison. Et il dit qu'elle en a profité pour faire des dépenses exagérées et contracter des dettes. Ce vendredi 4 août, vous aviez un besoin pressant de 200 francs. Et pourquoi? Vous avez déclaré que c'était pour acheter du linge, de la dentelle et des chaussures pour votre trousseau de mariage. Oui. Oui, c'est cela. Eh bien, non. Ça n'est pas exact. Votre père a affirmé qu'il avait l'intention de vous amener à Lorient pour faire vos achats de mariage. La vérité, mademoiselle, c'est que vous deviez rembourser une dette à votre tante d'une somme de 200 francs que vous lui aviez empruntée. Vous saviez que Madame Kerlot venait de toucher sa pension. Vous saviez qu'elle avait vendu un piano mécanique. Et vous saviez où elle ramassait ses économies. Et vous saviez aussi, mademoiselle, qu'elle devait se rendre à Lorient. Non, je le savais pas. Si vous le saviez, et des témoins viendront nous le dire. Le président détaille ensuite les différentes versions livrées par Amélie aux enquêteurs et aux juges d'instruction. Une succession de mensonges. Tout paraît démontrer, mademoiselle, que vous avez frappé l'enfant de sang-froid, probablement par derrière, au moment où il était inattentif à ce que vous faisiez. Non! Non! Ne vouliez-vous pas l'atteindre au premier coup? Le sang n'a-t-il pas giclé sur vos bras? Si. De sang-froid. Vous avez pris toutes les précautions pour fermer toutes les issues, puis vous avez retourné l'enfant, vous l'avez traîné derrière le comptoir, et vous l'avez frappé encore, n'est-ce pas vrai? Si. Lorsque vous avez cru qu'elle était morte, vous êtes monté au premier étage et vous vous êtes aussitôt dirigé vers l'armoire. Vous l'avez débarrassée du linge qu'elle contenait et vous avez retiré le tiroir. N'est-ce pas vrai? Oui. Et où était la petite Kerlot à ce moment-là? En bas. Messieurs les jurés apprécieront. Amélie s'enfonce. Et le président a marqué des points déterminants qui tendent à prouver, si ce n'est la préméditation, au moins la détermination meurtrière de l'accusé. Et l'avocat général enfonce le clou, en évoquant notamment ce moment où elle est tombée en larmes dans les bras de la veuve Kerlot, en lui disant « Quel abominable crime on a fait là !» Dans le box, Amélie blêmit et elle baisse la tête. Tout ça ne lui est pas très favorable.
Amélie est ensuite confrontée aux 27 témoins qui se succèdent à la barre. Le premier est le docteur Privat Fortune. Il est le directeur de l'asile d'aliénés de l'Évêlec. Il l'a examiné avec 2 confrères. L'accusé ne présente aucune tare d'infériorité d'ordre physique, psychique ou moral. Elle est donc pleinement responsable de ses actes. Et ensuite, on fait défiler toutes les créancières qu'elle n'a jamais remboursées. Madame Bénézec, Madame Joannin, Mademoiselle Caudal, Madame Guillon, la sœur d'Hélène Kerlot, et Madame Gégouzeau, la propre tante d'Amélie. Le lendemain, survient l'épisode le plus poignant de ce procès. La déposition d'Hélène Kerlot, la maman. À Lorient, on m'a prévenu que ma fille était malade. Ça m'étonnait bien. Quand je suis arrivé au débarcadère, tous les enfants me regardaient. Et puis quand je suis été à 300 mètres de la maison, j'ai vu toute la foule qui l'entourait. Il y a le feu, je me suis dit. Mais il n'y avait pas de fumée. Voilà. Je suis monté et j'ai trouvé ma pauvre petite qui mourait. Je lui ai dit, mignonne, qui t'a fait cela? Elle a essayé de me faire comprendre, mais elle n'arrivait pas à parler. Je me suis assise à son chevet. Et la première personne que j'ai vue, c'est Amélie Riou. Elle m'a embrassé et elle m'a dit, « Oh, Madame Kerlot, quelle chose abominable !» Mais moi, je vous le dis, j'ai pas voulu l'embrasser. Il y a quelque chose qui m'en empêchait. Je lui ai dit, « Vous n'avez vu personne alors que vous étiez là toute la journée ? Comment ça se fait ?» Et là, elle m'a parlé de cette histoire de bohémienne. Mais je lui ai dit, il fallait prévenir, puisque vous l'avez vu. Ce que la mère veut dire, c'est qu'elle a soupçonné Amélie Riou dès le début, sans le formuler, mais au plus profond d'elle-même. Vient ensuite le médecin légiste qui a autopsié Edwina. La petite portait sur les bras des ecchymoses et sur le crâne des lésions épouvantables. 2 blessures sur le même emplacement au niveau pariétal. Et par ailleurs, j'ai relevé 12 blessures faites avec un acharnement inouï. Les derniers témoins entendus sont ceux cités par la défense. Mais en vérité, ils ne peuvent rassurer la cour que sur la respectabilité de Joseph Riou, le père, pas sur celle d'Amélie. Le président donne ensuite la parole au bâtonnier Sauret, avocat de la partie civile, avocat de la veuve Kerlot. Et il commence par s'en prendre, non pas à Amélie Riou, mais à son père. Amélie avait 20 ans. Elle était donc mineure au moment des faits. Et donc, la responsabilité incombe au père. Et nous demandons à la cour de le condamner à 10 000 francs de dommages et intérêts. Quant à Amélie Riou, je vous demande pour elle une sanction exemplaire, car Edwina était une pupille de la nation. Elle était notre pupille. La voix de son père décédé s'élève et demande pourquoi on a tué son enfant qui demeurait après lui la seule consolation de sa mère. Et il conclut en faisant passer au juré la photographie d'Edwina en costume de première communiante. Et puis le procureur d'Arets prend la parole. Amélie Riou est une femme coquette, orgueilleuse,
frivole. Messieurs les jurés, aux 3 questions qui vous seront posées, vous répondrez oui. Et dès lors, ce sera la peine de mort. À moins que vous n'admettiez des circonstances atténuantes, ce que les populations ne vous pardonneront pas. La peine de mort, donc. Sachant qu'en France, les femmes ne sont jamais exécutées. Ce qui est une manière de déculpabiliser les jurés. Il conclut comme l'avocat de la partie civile en faisant circuler parmi les membres du jury une photo de la veuve Kerlo en larmes sur la tombe de sa fille, creusée à côté de celle de son mari défunt. Il ne faut pas, pendant que cette mère sera toute à sa douleur, qu'un geste de clémence du jury lui permette un jour d'être frôlé par Amélie Riault et ses colifichets. Au plus abominable crime qu'on puisse imaginer, doit correspondre le plus grand châtiment, le châtiment suprême, la peine de mort. Le président annonce une suspension d'audience et les débats reprennent avec la plaidoirie de maître Fichot, l'avocat d'Amélie. Son père est un marin pêcheur, et donc toujours absent. Et puis elle a grandi dans une fratrie de 10 enfants. Et enfin, sa mère est disparue de manière précoce, et dès lors, nous dirons qu'Amélie a été une enfant à moitié abandonnée. Et ensuite, il chercha à écarter toute préméditation. Amélie n'est pas allée à l'épicerie Kerlo dans le dessein de tuer. La fatalité a voulu qu'elle trouve devant elle la petite Edwina qui a défendu les intérêts de sa mère. Alors, ne pouvant accomplir son dessein de vol, elle a prévu la dénonciation de son acte, elle a vu rouge et elle l'a tué. Je demande au juré de lui accorder les circonstances atténuantes au nom du fait qu'elle est toujours une enfant, une jeune fille. Je vous le demande au nom de sa famille et de son pauvre père, vieux brave homme, qui a toujours joui de l'estime de ses concitoyens. Et puis le président se tourne vers Amélie pour la question rituelle. Levez-vous, je vous prie, mademoiselle. Avez-vous quelque chose à ajouter? Je regrette infiniment. Après 3 quarts d'heure de délibération, le jury revient dans la salle. Et la réponse, c'est qu'Amélie est coupable, sans circonstances atténuantes. Elle est donc condamnée à mort. Et là se produit un étrange incident. L'avocat d'Amélie, maître Fichot, se lève. Je veux dire ici que durant la délibération, les jurés ont convié la cour, le procureur et moi-même pour nous annoncer leur intention de condamner Amélie à une peine perpétuelle. Alors les jurés ont beau dire que c'est parce qu'ils n'avaient pas compris l'une des questions de l'accusation. Il n'empêche que cela contrevient à la loi. Vous avez raison, maître. Et je demande à la cour de délibérer à nouveau. Mais au bout, ça ne change rien. Les jurés rejettent les circonstances atténuantes. Et Amélie est donc condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Quant à son père, il est reconnu civilement responsable pour sa fille et doit s'acquitter des dommages et intérêts réclamés par les victimes. Dans la salle, quelques applaudissements filent
alors que la silhouette élégante d'Amélie disparaît entre les larges épaules des gendarmes qui l'escortent vers un avenir sombre. Finalement, la peine d'Amélie Riault sera ramenée à 20 ans de travaux forcés, qu'elle va purger à la prison des femmes de Rennes, où elle sombre dans la folie. Et la malédiction s'abat décidément sur cette famille, puisque l'un de ses jeunes frères, Julien, victime d'une crise de démence, met le feu à sa maison de Port-Louis en 1930. Et il est condamné à son tour par la cour d'assises du Morbihan à une peine de 5 ans de prison. Vous avez aimé cette histoire? Christophe Ondelat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.